Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Entre deux news sur Reflet TV, votre émission du lundi au jeudi à partir de 19h50. Ce soir, climat sociopolitique, RHDP, opposition présidentielle et politique sociale. L'actualité de ces dernières heures au cœur de votre émission avec un invité de taille, le ministre Adam Roger. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Cadre du RHDP. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est un plaisir. Alors, face à vous ce soir, trois consultants. Pulchérie Edith Gbalé, consultante, bonsoir. Bonsoir, Sidi. Michel Bétard, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et DG du quotidien Le Bélier. Et puis, Valentin Zawi, consultant également sociologue. Bonsoir, Valentin Zawi. Bonsoir, monsieur Sidik. Alors, tout de suite, place au premier grand point de cette émission climat sociopolitique ivoirienne. Quel est votre diagnostic du climat sociopolitique actuel? Crispation normale en période électorale ou tension inquiétante? Le climat ne rassure pas bon nombre d'Ivoiriens à 5 mois de la présidentielle, monsieur le ministre. En tout cas, merci pour votre invitation. Et puis, je pense que nous allons savoir avoir un dialogue, des échanges apaisés. Comment je sens le climat politique actuellement? Moi, personnellement, à 5 mois de la présidentielle, je trouve quand même que le climat est encore calme. Il y a quelques tensions, il y a quelques, je dirais, pas va-t-en-guerre, mais personnes qui veulent faire tant de climat politique. Mais je trouve sincèrement que le climat politique n'est pas encore tendu. Il est encore apaisé, on a encore l'occasion de discuter, d'échanger, et puis de voir comment est-ce qu'on va s'organiser pour arriver à des élections qui soient démocratiques, transparentes, inclusives, selon le respect de la loi et de la Constitution. Et voilà, donc qu'on puisse rentrer vraiment dans le vrai débat, puisque c'est vrai que le plus important, c'est de savoir quel est le projet de chacun, qu'est-ce que chacun compte faire entre 2025 et 2030, parce qu'au final, le plus important, ce n'est pas forcément de se dire « j'ai gagné l'élection », c'est de savoir comment est-ce que je vais pouvoir gouverner avec bonheur pour les Ivoiriennes et pour les Ivoiriens. Je pense que c'est vraiment ça l'enjeu. Vous avez parlé d'inclusive et vous voulez des élections apaisées, mais comment cela sera-t-il possible quand on voit que le RHDP est accusé par l'opposition de fermer les espaces de dialogue? Que répondez-vous à ces derniers? C'est quoi un espace de dialogue? Je pense qu'aujourd'hui, on a une démocratie. Je dirais, moi, personnellement, une grande démocratie. Dans une démocratie, les lieux de dialogue sont principalement le Parlement, donc l'Assemblée nationale, le Sénat. Je ne pense pas que dans ces lieux, actuellement, il y ait des difficultés d'échange. Les députés s'expriment librement, aussi bien dans l'hémicycle, enfin dans les hémicycles ou en dehors. Donc, je ne pense pas qu'on puisse accuser le RHDP de fermer le dialogue, bien au contraire. Nous sommes un parti de dialogue, de gouvernement, d'ouverture, de paix. Nous prenons... Un dialogue national avec l'opposition. Dialogue national avec l'opposition, ben là, on discute, hein. Donc, maintenant, après, je vois pas quel autre dialogue, type de dialogue vous voulez qu'on organise, mais le dialogue, il existe, il est permanent. Bien. Puis, je réponds les questions. Oui, je suis vraiment surprise par ce que monsieur le ministre dit, parce que il parle de climat apaisé, de pas de tension encore, alors que, à ma connaissance, les cadres de dialogue ne se limitent pas qu'au Parlement et au Sénat. Il y a des dialogues qui ont été entrepris, il y en a même eu 5, dont le dernier a pris fin en mars 2022. Et aujourd'hui, l'opposition, tout comme la société civile, estime qu'il y a beaucoup de questions qui pourraient être source de conflits, qui devraient être débattues avec tous les acteurs politiques et sociaux afin d'avoir effectivement des élections apaisées. Et il y a certains cadres du RHDP, comme ils viennent de le faire, qui disent qu'on a suffisamment pratiqué le dialogue. Est-ce que réellement on peut arrêter de donner place au dialogue quand il y a des contestations de toutes parts? Mais quand il y a un dialogue politique, on dialogue avec des sujets. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu 5 dialogues. 2011-2012, 2015, 2019, 2020, à 3 niveaux, et 2021-2022. Quand je prends le dernier dialogue politique, il s'est arrêté sur les points principaux, qui étaient de se dire qu'on allait arriver à une réforme, éventuellement, de la carte électorale. Ça n'a pas été fait. Je pense que la réforme n'a pas été faite principalement pour des raisons budgétaires. Nous sommes dans un phénomène actuellement où, bien évidemment, il y a des coûts de la vie. Et puis donc, si on voulait faire cette nouvelle carte électorale, on allait devoir augmenter le nombre de députés et de sénateurs. Donc, c'est la raison pour laquelle elle n'a pas été faite. Donc, tous les dialogues ont été faits. Quand on parle de la CEI, je sais que vous avez sûrement posé la question, la CEI a été réformée en 2019. En mars 2019, il y a une réforme de la CEI, suite à un dialogue politique, et qui a pris effet en 2020. Et après ce dialogue-là, sur la CEI, il y a eu 3 élections,
les présidentielles, les législatives en 2021, et puis les locales en 2023, municipales et régionales couplées. Bon, on me dit aujourd'hui la CEI ne fait pas ce qu'il faut. Quand elle est partie aux élections, je ne vois pas en quoi elle a été indexée. Si je prends les élections de 2023, les locales avec les municipales régionales, il y a eu un très beau processus. Il y a eu tous ceux qui ont eu des plaintes. Ils ont fait leurs plaintes, ils sont passés devant le Conseil d'État. Il y a eu des auditions. Et je pense que c'est là une vraie démocratie. Donc, vraiment, il y a des moments donnés, c'est pas qu'on ne veuille pas. Je pense que c'est toujours agréable de se voir, de se réunir, de discuter. Mais c'est spécialement pour échanger de quoi? Moi, personnellement, je dis vraiment, je préfère dire personnellement, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire encore comme réforme au niveau de la CEI, au niveau du code électoral. On peut dire la CEI aujourd'hui, on peut dire, faut-il des politiques, faut-il pas de politique? Le choix a été fait en des années 2000, au moment donc de la nouvelle constitution, de la constitution de la Deuxième République, et puis de ce qui a suivi derrière, de se dire qu'on fait une CEI qui n'est plus le ministère de l'Intérieur ou de l'administration territoriale, qui est une CEI qui va être avec des politiques et la société civile. C'est le cas aujourd'hui. Il y a des politiques, partis au pouvoir, opposition. L'opposition qui s'est retirée, deux grandes parties de l'opposition, le PDCI et le PPACI. Est-ce qu'il peut y avoir une élection crédible sans ces partis politiques? Mais quand, justement, la CEI, quand on va parler donc du calendrier électoral, je sais que les gens qui vont dire, je ne veux pas anticiper les débats sur la RLE, la révision de la liste électorale. Ça a été un consensus fait par les membres de la CEI, où les partis politiques étaient représentés. Ensuite, même si d'autres partis, en dehors du cadre de la CEI, estiment que ça ne va pas, c'est notre sujet. Donc, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il faut tout remettre en cause. La CEI, moi, je trouve qu'elle travaille bien. Elle fait ce qu'il faut. On peut ne pas être d'accord sur sa composition aujourd'hui, mais sa composition était consensuelle. C'était un consensus qui était fait en 2019. Pourquoi remettre ça en 2025? Il faut vraiment convaincre. Voilà, moi, personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il faille remanier encore ou réformer la CEI en 2025. Bien, Michel Betta. Bon, moi, mon constat, quand j'entends Monsieur le ministre et j'observe la gouvernance actuelle du RHDP, j'arrive à la conclusion que le RHDP se comporte comme une entité, disons un parti qui a gagné une guerre contre un adversaire. Au point qu'aujourd'hui, même les déshydratats de la classe politique qui estiment que le jeu électoral est vicié et que les institutions qui doivent conduire ce processus-là ne répondent pas à certains principes qui agréent certains partis significatifs. Le RHDP est arc-bouté sur sa volonté de continuer à conduire un processus dans lequel beaucoup de ceux qui sont censés prendre part, notamment les partis politiques, ne se sentent plus concernés. Donc, c'est à quoi que le RHDP veut maintenir la division, au point qu'aujourd'hui, je me pose bien la question, est-ce que M. le ministre pense qu'une élection qui va se dérouler dans un contexte pareil, où le RHDP est le seul parti assuré d'avoir son candidat choisi par les militants dans la course, les autres ont vu leurs différents candidats être exclus de façon, on peut dire juridique, mais aujourd'hui aussi, il faut se poser la question sur cette manière de conduire le droit. Donc, est-ce que maintenant, M. le ministre pense qu'une élection qui va se dérouler dans ce climat-là peut être valablement légitimée par une certaine partie de la population? Bien avant de répondre, Michel Ballet fera une précision là-dessus dans le même sens. Deux autres questions. Par rapport au dialogue comme par rapport à la CEI, je pense que si on est dans un esprit constructif, on devrait pouvoir faire un bilan. C'est vrai que la CEI a été, à l'époque, composée de façon consensuelle, mais en tout cas, je tiens à préciser que nous qui sommes de la société civile, on ne sait pas comment les représentants de la société civile ont été désignés. C'est important de le savoir, mais normalement, dans un esprit constructif et dans le climat où nous sommes, ne serait-il pas indiqué de faire le bilan du dernier dialogue, parce qu'on avait par exemple dit dans ce dialogue qu'il devrait y avoir un comité de suivi qui n'a jamais fonctionné, on n'a jamais vu les résultats de ce comité. La CEI aussi, elle a été composée par rapport à une autre CEI antérieure qui ne convenait pas à tous les acteurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un bilan au lieu de s'entêter à vouloir aller avec cette CEI qui pourtant est contestée par tous, et même la société civile? Déjà, je ne saurais vous dire comment la société civile ont été nommées. Non, moi je vous l'affirme. Oui. Non, mais c'est pas parce que vous affirmez que je dois vous croire.
Ouais, bien au mais contraire. Je dis qu'en fait, qu'au final, c'est que de ce que je sais, ils ont pris des personnes, de la société civile, qui ont compétence dans le domaine. Après, sont-ils compétents ou pas, qu'est-ce c'est qu'on notre problème. appelle compétence? Donc, c'est la première chose. Pour revenir à ce que dit M. Betta sur, comment dirais-je, le fonctionnement du RHDP. Ce n'est pas parce que les décisions vous sont contraires qu'elles sont mauvaises. On est dans une démocratie avec 3 piliers du pouvoir qui sont l'exécutif, le législatif, puis le judiciaire. Il y a la suspicion que l'exécutif manipule le judiciaire. Suspicion légitime. Elle peut être légitime, mais elle peut être fausse. Non. Donc moi, j'estime que votre suspicion est fausse. On a les Pourquoi? Après, on va me dire, OK, on n'est pas d'accord sur certains points. Donc, si à un moment donné, un juge s'estime compétent pour prendre une décision à laquelle il croit, pourquoi voulez-vous forcément que le politique ou bien que l'exécutif ait eu son mot à dire? Faites-lui confiance en ce juge qui donne la justice pour la République, au nom du peuple ivoirien, et dites-vous que ce monsieur peut l'avoir, ou cette dame peut l'avoir dit à son âme et conscience, en espérant avoir dit le droit. Pourquoi estimez-vous que quand une décision ne vous est pas favorable, automatiquement, elle est manipulée? Quand je prends aujourd'hui certaines personnes qui sont passées des listes électorales, il y a des raisons objectives. Vous pouvez me dire après, ça peut être juste ou injuste, ça c'est notre problème. Mais une décision de justice ne se commente pas. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, je ne suis pas procureur, donc je n'ai pas besoin de savoir si la mesure est juste ou pas juste. Je sais savoir, est-ce que cette mesure est conforme à nos lois? Est-ce que cette mesure est conforme à notre constitution? Une fois qu'on a ces réponses-là, derrière, je me dis que le droit s'applique. Mais faut-il pas prendre des mesures exceptionnelles au nom de la réconciliation et pour un climat apaisé pour ces élections? Maintenant, après, je prends, bon, on parle de manière sibylline. On parlait de, oui, par exemple, je prends l'exemple du président Gbagbo, grâce aux amnisties. Le président Ouattara a fait ce que la Constitution lui donne comme pouvoir, de se dire, moi, je suis une grâce présidentielle pour le président Gbagbo, comme il a dû le faire, je pense, si mes souvenirs sont bons, pour Charles Blé Goudé, en disant, voilà, je vous donne une grâce. La grâce, c'est ce que, aujourd'hui, la Constitution lui donne comme droit. Il y a la notion après de l'amnistie. L'amnistie, c'est différent. Parce que l'amnistie, c'est un projet de loi qui peut être initié soit par le gouvernement, soit par le Parlement, et puis qui est voté. Sachant que la différence qu'il y a entre la grâce et l'amnistie, c'est que la grâce pardonne, mais conserve la peine, en disant que la personne a fauté sur ce point ici. L'amnistie efface tout. Donc, à partir du moment qu'on prend une amnistie, il y a des fois, quand il y a quelqu'un qui était condamné, c'est qu'il y a eu des victimes. Les victimes peuvent se plaindre. C'est un droit légitime de se dire, mais j'ai été lésé par cette personne-là. Vous lui donnez une amnistie comme si ce crime pour moi n'a pas existé. Donc, il faut tenir compte de tous ces contours avant de prendre des décisions. Donc, pour revenir, je veux dire, ayez confiance en la justice. Ne vous dites pas forcément que si la décision qui est prise ne nous est pas favorable, ça veut dire qu'elle n'est pas juste. Bien, Valentin Zawi. Oui, alors, bon, j'écoute Monsieur le ministre et puis j'ai une réflexion qui me vient comme ça. J'observe que dans notre pays, depuis 35 ans que nous sommes dans le système multipartisan, quand on est dans l'opposition, on estime que la justice est sous ordre. Ouais. Et puis, comme par enchantement, quand ce parti dans l'opposition arrive au pouvoir, alors qu'il n'y a eu aucune réforme structurante au niveau de la justice, du coup, on trouve que la justice elle est indépendante. Alors, j'ai du mal à... Comment est-ce qu'on explique ça? Ben, ça peut être la réalité du pouvoir. Peut-être que quand dans l'opposition, on rêve un peu. C'est ça. Et puis quand on est au pouvoir, et puis on voit la réalité des choses, la réalité de la vie, des difficultés, des contraintes, on se rend compte que, au final, les décisions prises ne sont pas si inutiles que ça. Donc, est-ce que c'est pas plus facile dans l'intérêt du pays, comme on le voit dans les démocraties qui se respectent, qu'on réforme justement ce système judiciaire pour arriver à un pouvoir qui s'assume pleinement? La difficulté, c'est pas ce qu'on constate. Dans une démocratie du pouvoir judiciaire, c'est de savoir, est-ce un pouvoir en tant que tel ou est-ce une autorité? La grande difficulté, c'est de savoir, c'est comment on nomme le juge. Mais c'est un pouvoir, alors, dans une démocratie. Voilà. C'est un pouvoir de démocratie. Oui. Mais il faut que quelqu'un le nomme. Oui. Quand je prends par exemple aux États-Unis, il y a des juges le qui sont... procureur est nommé par les populations, par exemple. Par les populations ou élus. Voilà. Ce qui va dans un bord politique. Élu, je voulais dire, pardon. Voilà. Élu, oui. Ça arrive selon les différents cas. Mais à la Cour suprême, par exemple, il y a des nominations. C'est ça. Et puis, donc, et maintenant, il y a la suspicion de se dire, comme il est nommé par telle personne, donc il dépend. Pas forcément. Je pense qu'on peut être nommé et indépendant. Donc, ayez confiance. Donc je dis juste que moi, personnellement, je suis pas en train de vous dire pouvoir opposition. Il y a eu des fois dans des pays où, même en Côte d'Ivoire, où le pouvoir a été contesté
par la justice, ça peut arriver, ou le pouvoir peut prendre des décisions, puis la justice peut remettre ça en cause, c'est la règle, mais c'est surtout la réalité du pouvoir qui fait comprendre qu'au final, que les décisions ne sont pas prises au hasard. Bien. La dernière question sur ce point, plus cher Balé. Oui, merci. Je voudrais demander à Monsieur le ministre ce qu'on fait du respect des textes. Parce que la démocratie, c'est pas seulement les 3 pouvoirs, étant donné même aussi qu'en Côte d'Ivoire, ils sont pas si indépendants qu'on le dit, on a les preuves. Mais le respect des textes, ça c'est vraiment très important. Parce que même si les décisions de justice étaient justes, il y a aussi d'autres mécanismes qui existent pour réintégrer certaines personnes qui avaient été exclues, mais qui sont volontairement non respectées, comme la RLE. La RLE doit se faire annuellement. Ce n'est pas une opération qui surprend la CEI, qui savait très bien qu'en octobre 2025, il y aurait l'élection présidentielle, qui est une élection suffisamment importante pour que 2025 ait sa RLE, d'autant plus que il y a des personnes qui ont été exclues. Je parle même pas des candidats seulement, il y a des citoyens qui ont été exclus pendant la RLE 2024, notamment les nouveaux majeurs qui sont nés entre mars 2007 et octobre 2007. Ceux-là auront 18 ans, ils n'ont pas été inscrits. Maintenant, quand on prend le cas du président Thiam, la justice vient de lui reconnaître sa nationalité ivoirienne et il n'y a pas de RLE 2025 pour qu'il puisse s'inscrire. Donc, il y a un problème. Il y a un problème véritable qu'il faut reconnaître, qu'il faut adresser et qu'il faut courageusement résoudre. Mais comme on dit, il y a la loi et l'esprit de la loi. La loi et l'esprit de la loi. Je dis par là, quand on dit il y a une RLE annuelle, ça ne veut pas dire forcément annuel du point de vue calendaire. C'est de savoir à quel moment commence le processus et se termine. Le processus a commencé en octobre 2024. Le gouvernement avait souhaité que la RLE 2024 commence beaucoup plus tôt. La CEI, son fonctionnement en interne, je dirais avec les partis politiques, a dit non, pour certaines contraintes, on veut que ça démarre en octobre-novembre. Une fois que vous démarrez en octobre-novembre, avec tout le processus de validation, vous finissez en juin. Donc, de ce que je sais... On pouvait finir avant juin. Moi, je ne sais pas, on ne peut pas finir. Eux, ils vous ont dit que par rapport à tout le processus, ils finissent en juin. Vous n'êtes pas à la CEI, donc je ne pense pas que vous puissiez dire mieux qu'eux, qui sont dans le système, si, que on peut Action. dire mieux que Donc, ils ont fini. C'est une question d'analyse. C'est pas une question d'analyse, c'est une question de processus, une question de contrôle, et ainsi de suite. On a même fait donc, merci, Pécheric Balé, merci. Pécheric Balé, merci bien. Alors, laissez l'invité répondre, s'il vous plaît, afin qu'on passe à un autre point rapidement. C'est toujours de se croire plus malin, plus intelligent que les autres. Je pense que la CEI est composée d'une douzaine de membres. Ils ont réfléchi. Je dis pas que vous êtes sûrement d'un niveau intellectuel supérieur au leur, ça je n'en disconviens pas. Mais si eux, dans leur fonctionnement en interne, ils ont estimé que vous avez de ce temps-là, respectez ça. Et je pense qu'en fait que la démocratie qui va avec la liberté, le premier principe c'est de se dire, ayez confiance, faites confiance aux autres. On ne se fait pas confiance. On est toujours dans la méfiance. Donc le processus se termine le 20 juin. Ça termine le 20 juin. Le 20 juin sort la liste définitive, avec toutes les contraintes qui ont été prises. Le 20 juin, ensuite, on repart maintenant sur l'élection présidentielle, avec le parrainage et ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'il y a des contraintes. Si vous voulez que le 21 juin, on démarre automatiquement une autre RLE, on peut le faire. On sera constamment en train de faire du l'enrôlement d'électeurs. Raison pour laquelle, d'un point de vue réaliste, il n'est pas commode de pouvoir se dire que dès le mois de juin, le mois de juillet, on démarre encore un nouvel enrôlement parce que justement, on doit préparer l'élection présidentielle. Donc voilà, donc si maintenant après, il y a certaines personnes, quand vous parlez du président Thiam, excusez-moi madame, si vous parlez du président Thiam, si il s'est mélangé les pinceaux sur sa nationalité en 2023-2024, bon, en quoi est-ce que, je ne vais pas défendre la CEI, essaie de bien le faire, hein, je pense que le président Clubert et son équipe, non, mais vous le faites bien aussi. Mais moi, je ne défends pas la CEI, je peux défendre, moi je défends le parti au pouvoir, le RHDP, et de facto, enfin, le gouvernement, qui n'a pas besoin de moi pour les défendre, mais j'essaie de dire ce que je pense de ce que je sais, de ce qu'ils font. C'est que, au final, s'il s'est mélangé les personnes à un moment donné, en 2023-2024, sa nationalité, ce n'est pas de notre fait. C'est de sa faute, de la faute de ses conseillers. Bien, merci. Donc, il pourra se réinscrire. Merci, monsieur le ministre. Alors, nous allons maintenant passer à un autre point, l'actualité liée à votre parti politique, le RHDP. D'accord. Le mois prochain, le RHDP tient un grand rassemblement, son congrès ordinaire. Quel est pour vous l'enjeu principal de ce grand rassemblement? Déjà, j'ai vu dans un journal, c'est vrai, il n'y a pas très longtemps, là, il y a 2 jours,
comme quoi on était illégaux, puisque on avait dit tous les 5 ans, et ça fait 7 ans qu'on n'a pas fait de congrès. Donc, il faut le faire. Il faut justement, le congrès doit avoir lieu. Il y a quelque part violation des textes. Mais il y a On a eu le congrès de même, 2018, le président, 5 ans, c'est 2023. C'est ça, hein. Il n'y a pas eu de congrès jusque-là. Bon, c'est pas grave. On a prolongé le président par différents modules, différentes manières, et on aura le congrès le mois prochain. Donc, avant tout, il y aura des pré-congrès qui vont démarrer dès la semaine prochaine. Donc, chez le pré-congrès, on fait, puisque un congrès, il y a à peu près 7 000 à 9 000 membres statutaires au niveau du RHDP. Et on a beaucoup de militants. Nous avons plus de 2 millions de militants actifs. Donc, tout le monde ne pourra pas participer. Donc, l'avantage des pré-congrès sera que nous irons dans chacune des 31 régions et dans chaque commune d'Abidjan pour justement communier entre les membres du parti dans chacune des régions. Donc, ça commence ce week-end et pendant 3 semaines. Après cela, les délégués vont se réunir au niveau du congrès. Il y aura 3 moments importants. Donc, l'analyse de la vie politique, sociopolitique, plus que notre gouvernance, et aussi comment est-ce qu'on peut toiletter nos textes pour améliorer le fonctionnement du parti. Il y aura aussi l'élection du nouveau président du parti et la désignation et l'élection du candidat à l'élection présidentielle du RHDP. Donc voilà, grosso modo. Mais principalement pour nous, ce qui est important, c'est de se réunir pour avoir un parti qui sera encore tourné vers l'avenir, parce que nous pensons que c'est au RHDP que nous avons la capacité à pouvoir créer le mieux l'avenir, donner le plus d'avenir et de rêves aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Bien, Michel Beta. Oui, il a dit, hein, le RHDP fait rêver selon lui, mais la réalité est tout autre. Hein. Aujourd'hui, nos jeunes, 80% sont presque sans emploi, ou bien en précarité d'emploi, et ça, c'est à l'actif du RHDP qui, depuis 2010, est au pouvoir. Donc, moi, je pense que, monsieur le ministre, la question qui me vient tout juste à l'esprit aujourd'hui, vous avez dit, hein, c'est vous-même qui le dites, comment vous jugez le climat sociopolitique aujourd'hui, social, économique et tout cela, hein, au niveau du RHDP, de votre gouvernance? D'accord. C'est vrai que sur le point des jeunes est très intéressant, parce que quand on a pris le pouvoir, on était à 95% de taux de précarité. Aujourd'hui, on est à 75%. Donc, c'est peut-être pas suffisant, mais il y a quand même 20 points d'amélioration. Ça, il faut le signifier, parce que faut savoir d'où on vient. Parce que c'est vrai que quand on critique, il y a deux manières de critiquer. On peut critiquer dans l'absolu, au point d'aujourd'hui, comme on peut voir l'évolution. Et ce qui est important avec le RHDP, c'est que l'évolution est positive. L'évolution n'est pas négative. Nous sommes dans une spirale négative, nous sommes dans une évolution positive. Donc, c'est en ça qu'on fait rêver. On se dit qu'on a eu la capacité, sous le leadership du président Alassane Ouattara, de faire mieux qu'ont fait les prédécesseurs. C'est vraiment ça qu'on veut voir, parce que la Côte d'Ivoire a changé de dimension. Donc, le climat sociopolitique, aujourd'hui, c'est vrai que quand on le compare à ce qu'il était en 2010-2011, quand on le compare à ce qu'il était en 93-99, sincèrement, ça n'a rien à voir. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sur un plateau de télévision, nous sommes 5 autour de la table, j'en connais 2 au moins, de manière avérée, qui ne passent pas forcément comme moi, vous, du point de vue politique, madame, du point de vue de la société civile, mais on discute, on échange. Et ça, c'est un climat d'apaisement. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, on avait des difficultés à le faire, mais si jamais on le disait, il y avait automatiquement, enfin, je vais pas citer un groupe de personnes, des jeunes qui venaient devant chez vous pour vous menacer. Aujourd'hui, ça se fait pratiquement plus. Ça se fait pratiquement plus. Et c'est ça. Donc, on est sur un plateau de télévision, on discute de politique, nous ne sommes pas d'accord, nous échangeons, et une fois qu'on a fini, enfin, j'espère, hein, que je n'aurai pas de représentation de votre part. Hein. Non, voilà. je ne sais pas le faire ça. Et c'est justement ça. C'est justement ça, ce débat politique-là. Après, on n'est pas d'accord sur tout, c'est normal. Nous sommes 30 millions d'Ivoiriens. On n'a pas l'ambition de se dire tout le monde pense comme nous. Il n'y a pas de pensée unique. On veut juste l'inflation, la vie chère, la vie chère. Ce sont des questions qu'on abordera. On va parler du RHDP pour l'instant. Non, monsieur le ministre, on abordera plus tard. Du RHDP, donc voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, pour l'instant, c'est la qualité autour du parti. Voilà, mais sur le parti aujourd'hui, donc comme je vous dis, nous allons renouveler nos structures, faire le congrès 17 et 18 juin à Abidjan, au Parc des Expositions, une œuvre magnifique qui était faite sous notre gouvernance, il faut le préciser. Je pense que vous êtes fiers de voir ça. Ça ne tend pas le climat de voir, de dire, de reconnaître que nous n'avons pas de disposition. Ça a été bien tracé dans le plan directeur de la Côte d'Ivoire. Oui, il faut le faire. Mais moi, je peux bien. Merci Michel Beta. Merci monsieur le ministre. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, au final, on va nous renouveler nos instances, toiletter les textes de notre parti et être prêts pour la présidentielle. Et on espère que notre candidat sera connu à cette date-là et surtout qu'il pourra gagner l'élection largement en 2025. Chéri, les questions. Oui, moi, ce qui m'a choqué, c'est le fait que
on apprenne que le RHDP ait organisé son congrès en retard. Ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie même au sein du parti, véritablement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le respect des textes, pour nous autres, c'est vraiment très, très important. Et quand on continue comme ça, qu'est-ce qu'on peut attendre réellement du RHDP en matière d'amélioration de la démocratie si jamais il se maintenait au pouvoir? Parce que nous, on est inquiets. D'abord, au sein de votre parti, vous n'organisez pas le congrès à temps. On a aussi des pratiques comme l'enlèvement qui sont devenues courantes, qui font partie maintenant des procédures judiciaires. Vraiment, nous, on s'inquiète. La justice, mais du RHDP, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bien, bon, pour l'instant, on parle pas du RHDP. Monsieur le ministre, bien avant votre réponse, il y a Michel Beta qui parlait dans ce même sens. Monsieur le ministre, on sait qu'aujourd'hui, au RHDP, il ne faut pas les ambitions personnelles ont pris quelque peu le dessus sur celles même que vous considérez comme légitime, celle du président de la République. On voit que au sein du RHDP, des clans se sont formés, des individus se déterminent plus ou moins dans certains milieux pour briguer, tout comme d'autres ont dit même, ils n'ont pas caché, si le président ne se présentait pas, eux, ils sont prêts à se présenter. Je veux dire, quelle est l'ambiance aujourd'hui au sein de votre parti quand on voit toutes ces ambitions personnelles? Je peux dire que vous avez des endroits où je ne vais pas. Parce que moi, je n'ai pas connaissance de ça, mais il y a pas des endroits où que je ne connais pas. Je vous dis, c'est au cours d'une interview. Je vous dis, au cours d'une interview, oui, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitoko, a dit si le président Ouattara ne se présentait pas, il serait candidat. Je n'ai pas connaissance de cette interview. Je n'ai pas connaissance. Donc, vous n'avez pas connaissance. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas. Un grand magazine africain. Donc, j'étais depuis Paris. Je n'ai pas connaissance de cette interview. Donc, maintenant, donc vous allez dans des endroits où je ne connais pas. Aujourd'hui, je vais répondre à Mme Balé d'abord premièrement. Le parti fonctionne et il est gouverné. Il y a 3 instances importantes. Il y en a beaucoup, parce que le parti est quand même décentralisé. Il y a le présidium qui fonctionne, dirigé par le président de la République, président du parti, président du RHDP. Le directoire, dirigé par le président du directoire, qui est M. Gilbert Koné-Kafana. Le secrétaire exécutif, qui est géré par le vice-gouverneur, Cissé Brema Bakongo. Et puis après, derrière, il y a les départementaux, il y a les sections. Donc, le parti est organisé et gouverné. Donc, au final, le respect des textes, qu'on n'ait pas fait l'élection du président en 2023, en 2025, ça change peu de choses parce que notre gouvernance, elle est claire et elle a continué de fonctionner. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne, dire non, c'est facile. Mais c'est pas que ce soit facile, les faits sont là. Mais il n'y a pas de fait. Le fait, c'est que le parti, aujourd'hui, personne, mais on n'organise pas les choses dans le temps. C'est pas grave, ça sera fait en juin. Maintenant, il y a le point sur les ambitions personnelles. Moi, à titre personnel, je dis vraiment, je n'en connais pas. La seule ambition que nous, on veut, qu'on souhaite, c'est que le président de la République soit de nouveaux candidats. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitoko, était monsieur de talent, que je connais depuis de nombreuses années, bien avant que nous nous retrouvions au RHDP. Je n'ai pas connaissance qu'il soit candidat. Il n'a pas fait acte de candidature. Donc, je pense, ne cherchez pas à créer des problèmes. Ne cherchez pas à créer des problèmes où il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous souhaitons que le président de la République, le président du RHDP, soit notre candidat, c'est notre souhait. Alors, selon certaines indiscrétions, le président Ouattara n'est pas preneur, il n'est pas partant pour notre candidature en 2025. S'il n'est pas preneur, il nous le dira à un moment donné. Mais vous serez-vous intéressé par ce poste? Je ne suis pas intéressé par ce poste, mais moi je veux que ce soit le président de la République qui soit le candidat. Donc voilà, donc je ne suis pas intéressé par ce poste. Donc je continuerai. C'est que vous êtes des exemples que moi je n'ai pas. Nous personnellement, je ne vais pas dire une personne. Moi, personnellement, je pense que nous, on est nombreux à vouloir qu'il y ait de nouveaux candidats. Un nombre à le dire. Oui, et voilà. Maintenant, après, en 2030, peut-être qu'il y aura de nouveaux candidats, de nouvelles personnes. Mais si jamais il n'y va pas, on verra. Est-ce que parce que vous êtes nombreux à vouloir qu'il soit candidat, il est exclu qu'il y ait d'autres candidats? Si vous êtes nombreux, ça veut dire que même s'il y a d'autres candidats, ils ne passeront pas, mais laissez-les au moins se présenter. Mais on n'empêche personne. Je dis juste que je ne connais pas d'autres personnes qui ont décidé d'être candidates. Moi, je n'en connais pas. De toute façon, si M. Pétain connaît, nous, on veut qu'il soit le candidat. On est nombreux à le vouloir. Quand je dis nombreux, on est même à la même je suis pas sûr qu'il veut que le président soit candidat. Ça, je suis sûr. Si on lui demande entre toi et lui, qui va choisir le président Ouattara, ça, je suis persuadé. Posez la question si vous voulez. Mais nous, on veut qu'il soit de nouveau candidat. Après, s'il n'est pas preneur, s'il ne veut pas, bon, il le dira et on avisera. Bien. On avisera. Merci, monsieur le ministre. Nous allons marquer une courte pause pour la réclame publicitaire. On revient juste après pour la suite de cette interview.
Voilà, nous sommes de retour de la pub. Notre invité est le ministre Roger Adom, cap du RHDP. Avec lui, nous faisons un tour d'horizon de l'actualité sociopolitique ivoirienne. Avant la pub, nous parlions du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Valentin Zahui, question. Oui, j'avais une petite question. La Constitution de 2000 interdisait au président de la République d'être en même temps président de parti politique. Et dans celle de 2016, cette disposition a été levée. Mais dans la Constitution de 2016, justement, à l'article 54, le chef de l'État, il est président de la République et c'est lui qui incarne l'unité nationale. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction que le président qui incarne l'unité nationale, donc qui représente tous les Ivoiriens, soit en même temps président d'un parti politique? Non, il faut savoir se trouver dans sa fonction. Je dis à la rigueur, vous êtes à la fois... Pour la symbolique. Hein, père de famille et puis... sociologue, ainsi de suite. Donc, je m'y attendais, c'est la même chose. Donc, non, il ne faut pas faire le mélange de gens, c'est tout. C'est qu'en fait, aujourd'hui, le président de la République, il incarne l'État, il incarne la Côte d'Ivoire, et on pense qu'il le fait vraiment bien, il le fait vraiment avec succès. Avec un gouvernement monocolore. Un gouvernement monocolore, oui, qui a gagné les élections législatives et municipales et sénatoriales. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins... RHDP dans le gouvernement, ça, c'est pas l'unité nationale. C'est pas grave, c'est la démocratie. On ne parlera pas en même temps. Donc oui, donc voilà, on a le droit. Il y en a qui peuvent rentrer au gouvernement. Donc il y a eu des noms RHDP au gouvernement. Qui a refusé? Kakabe n'est pas RHDP. Quand il était au gouvernement, ça, c'est pas un problème. Le tout, c'est de savoir, est-ce qu'on le fait mais restons sur pour le ma question. Donc, voilà. Donc, non, parce qu'en fait, au final, c'est facile de faire des commentaires, mais il faut dire la chose, c'est qu'il incarne l'unité nationale, avant tout. Ça n'a pas forcément d'être président de la République. Il incarne l'unité, il était élu par les Ivoiriens pour le faire, et on le fait avec succès. Il le fait bien pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Maintenant, après, c'est pas qu'il peut y avoir un intérêt particulier du parti politique. Mais le parti politique, c'est quand même l'outil qui accompagne le politique, l'outil de prise de pouvoir. Nous, on a souhaité que le président de la République soit encore président du parti. Maintenant, après, il y a différentes instances. Il ne suit pas le parti au quotidien comme il suit l'État, puisque, comme je vous disais, il y a un secrétaire exécutif, il y a un directoire qui fonctionne avant que les décisions ne lui arrivent. Mais quoi qu'il en soit, il œuvre principalement pour l'unité nationale et puis il incarne l'État. Bien. Alors, on passera à un autre point pour question de temps. Il s'agit de l'actualité autour de l'opposition ivoirienne. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, selon vos analyses, l'opposition ivoirienne est-elle responsable? Je ne peux pas les juger, hein. Vraiment, sincèrement, ils estiment dire ce qu'ils doivent dire, faire ce qu'ils doivent faire. Donc voilà, maintenant, après, l'opposition, elle est dirigée, il y a plusieurs partis d'opposition. C'est que le PDCI veut s'arroger le rôle de leader de l'opposition. Moi, je ne crois pas que ce soit les leaders de l'opposition. Mais si, par rapport au nombre de députés, oui. Je dis ce que je pense. Maintenant, après, je ne pense pas. Mais après, oui, je suis d'accord. Voilà. Mais certes, je trouve quand même que le président Gbagbo était président de la République. C'est un bon opposant. Excusez-moi du commentaire. Piètre président, mais pour moi, vraiment un très bon opposant. Je le dis vraiment en toute responsabilité. C'est vraiment un bon opposant. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui est tendre avec nous. Vous y allez, comme nous ne sommes pas tendre avec lui. Voilà, donc c'est vraiment un bon opposant. Et puis après, le PDCI, qui se croit peut-être des fois encore un peu au pouvoir, même s'il ne l'est plus depuis bientôt 26 ans. Bon, il espère avoir le pouvoir encore. Bon, je sais pas quand. Nous, on n'est pas prêts à leur céder. On était ensemble à un moment donné, ce qui fait que je comprends le PDCI, le RHDP. Il y a quand même des millions de PDCI dans le RHDP. Donc, le PDCI est un parti quand même qui est quand même encore qui est divisé. Donc voilà, qui se maintenant réduit à une portion congrue, mais après, ils disent ce qu'ils pensent, et je pense qu'ils œuvrent pour les Ivoiriens et les Ivoiriens, ils disent ce qu'ils croient maintenant. Le thème de responsabilité, ça, je ne sais pas, mais est-ce qu'ils sont bons, c'est leurs militants qui devraient pouvoir dire s'ils sont bons ou pas. Monsieur le ministre, vous parlez quand même du PDCI qui vous a aidé à conquérir le pouvoir d'État. Vous en parlez avec des mots pas forcément... Non, mais le PDCI, après le PDCI s'est divisé. Parce que le PDCI, il y en a qui sont restés au régime et d'autres qui sont partis. Non, ça c'est plus tard, mais je vous dis à la base, non, à la base, 2010, à la base de RHDP, c'est le RDR, le PDCI, l'UDPCI, d'autres partis, voilà, MFA, ainsi de suite. Donc, et puis à un moment, les actions restent, d'autres sont partis. Le PDCI a dit, moi je pars, et d'autres sont partis. Donc ils ont contribué. Le vice-président Duncan, le premier ministre Patrick Hachi, le premier ministre Buré Mambé, ils viennent du PDCI, mais ils sont restés au RHDP. Donc je dis par là que eux, c'est pas de débauchage. Donc il y a une scission au sein du parti. Une qui a décidé de suivre le président Bédier, de rester dans l'opposition, et l'autre qui a décidé de rester. Donc voilà, donc je dis qu'en fait, c'est pour ça que je dis que même si je n'ai pas tendre, c'est pas vraiment malsaillant, loin de là. C'est juste que vous avez parlé du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qu'on n'entend plus, qu'on ne voit plus aux réunions du parti. Est-ce qu'il est parti du parti, du RHDP? Déjà, il est en deuil, donc il faut lui, c'était ses condoléances. Il a perdu sa femme il y a
une dizaine de jours, et puis participe à certains événements, et puis bon, un homme politique a le droit de prendre sa retraite. Donc si aujourd'hui, une fois qu'il a quitté la vice-présidence, il veut moins se montrer publiquement, c'est son droit. Mais il reste toujours militant du RHDP? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, c'est à lui qu'il faut poser la question. Je sais que je ne vois pas participer aux instances, celles que je sais, mais il était membre du RHDP pendant longtemps. Il était même pendant longtemps, pas le numéro 2, mais pas loin. Bien. Donc voilà, aujourd'hui, je ne sais pas. Il faut lui poser la question. Je ne sais pas, mais il n'est pas ailleurs. Hein. Je ne sais pas s'il est ailleurs, mais il ne milite pas ailleurs. Il n'est peut-être pas au RHDP, mais il n'est pas ailleurs. Bien. Michel Betta. Oui. Oui, bon, monsieur le ministre a parlé de l'opposition avec des mots assez patents, hein, comme je vous le dis. Mais rappelez-vous que le RDR, la venue du président Ouattara au pouvoir, c'est aussi de Oui. Et vous vous souvenez de leurs propos quand même. Lorsque le président Alassane Ouattara dans l'opposition disait « Je vais frapper ce pouvoir moribond au moment opportun, il tombera », il a dit souvent aussi « Je vais rendre ce pays ingouvernable ». Peut-être que c'est cette opposition-là que vous aurez souhaité, cette opposition... Hein, non, du tout. Non, parce que... En fait, du tout. Non, je viens. Non, du tout. Je finis. Non, je vous rassure. Voilà. Votre question, c'est pas ce qu'on cherche. Parce que, en fait, cette opposition qu'on observe aujourd'hui, c'est une opposition qui montre des signes de démocratie. Et c'est ce que souvent, je suis choqué quand le parti au pouvoir parle de l'opposition, comme s'ils auraient voulu une opposition qui les affronte, comme ils ont affronté le parti au pouvoir quand ils étaient dans l'opposition. Mais je comprends cela parce que, en fait, vous faites pas votre question, peut-être là vous faites fausse route. C'est pas ce qu'on pense. Non, mais en fait, c'est l'image que vous donnez. Hein. Je l'ai dit dans le temps de mon propos. J'ai dit, le RHDP donne l'impression qu'il veut le pays après avoir gagné une guerre contre un adversaire. C'est dommage, mais c'est ce qu'on observe. Ces prises de position sont souvent tranchées. Michel Betta, quelle est votre question? On n'a que 13 minutes pour terminer. Ma question, elle est toute simple. Hein. Je pense que le RHDP a été un moment dans l'opposition. Et il faut qu'ils se souviennent de comment ils ont été traités quand ils étaient dans l'opposition. Au point que, lorsque leur candidat ne pouvait pas être candidat, d'autres ont fait des efforts avec la loi pour qu'il soit candidat. Donc, je les appeler à accepter l'opposition et accepter le dialogue au sein de l'opposition, avec l'opposition. Mais on accepte l'opposition. Non, je dis le dialogue. Parce que c'est un dialogue. Mais vous êtes sûr à ce dialogue. Non, le dialogue, on n'est pas d'accord sur le dialogue. C'est que vous voulez qu'on organise une conférence où tous les partis politiques vont venir et puis dire ce qu'ils pensent. Et pourquoi on ne le ferait pas? Vous qui aimez la démocratie, qui aimez les textes, ce n'est pas forcément démocratique. Vous parlez des grandes démocraties. Bien au moi, je connais. Non, ça peut être démocratique. Le dialogue bien n'est au pas contraire. démocratique. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, au final, la démocratie, c'est la minorité, monsieur le ministre. Justement, la démocratie, c'est des minorités. Dans une démocratie, il y a avant tout des élections. Et le peuple a ses représentants. Oui. Les représentants après se retrouvent au Parlement, Assemblée nationale ou Sénat, ou du point de vue local, dans les conseils municipaux. Où il y a des conseils municipaux qui sont dirigés par l'opposition, des conseils régionaux qui sont dirigés par des membres de l'opposition. Maintenant, après, quand le gouvernement prend une loi, le premier endroit où cette loi-là va être discutée, c'est au niveau du Parlement, où chacun donne son avis en commission, et après la loi, elle est votée et promulguée ou non par le président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, après, si vous voulez qu'on se retrouve encore dans des partis politiques, ça a été fait 5 fois pour des sujets bien précis. Les sujets, moi, personnellement, comme je l'ai dit depuis le départ, je ne vois pas encore aujourd'hui de sujets sur lesquels nous devons nous asseoir pour discuter parce que vous êtes du PDCI. Vous êtes comme un parti d'opposition, vous échangez librement, même avec le président Victor Hugo à l'Assemblée nationale. Vous parlez à la présidente du Sénat, vous discutez, même si vous n'avez que 2 ou 3 sénateurs. Donc je pense sincèrement que ce dialogue, on peut le faire. Mais c'est plus une perte de temps dans l'état actuel des choses qu'autre chose, parce que je pense que le pays doit avancer et il faut faire fonctionner la démocratie en le fonctionnant dans les vrais lieux du pouvoir qui sont le gouvernement et le Parlement et le contexte local. J'ai pas compris ce que vous avez dit. J'ai dit démocratie sans écouter les autres. On écoute les autres. Non. Après, vous parlez librement, je vous écoute des fois. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit des acteurs politiques majeurs. Mais lui, il y a son journal, M. Betta, son journal, il parle, chacun s'exprime. Non, il ne s'agit pas de cela. Donc, on sait chacun, à la télévision, il y a des chaînes YouTube aujourd'hui. national. Mais c'est pas désolé, mais sur quel sujet?
Les sujets, l'opposition les donne tous les jours, vous n'écoutez pas, c'est tout. Mais non, mais... On parle de la CEI, on parle des élections, on parle des exilés, on parle des candidats, on parle du parrainage, on parle de beaucoup de choses. La CEI est consensuelle. Elle n'est plus consensuelle. Deux sont 2019. sortis. Elle était consensuelle en 2019. Elle n'est plus consensuelle. Et on parle avec elle quand même parce que ça vous arrange. C'est pas ça, c'est la loi, c'est la règle. Quelle loi? C'est la loi. Vous aimez les textes. C'est la loi. Merci, M. Chérik Balé. J'ai passé qui répondent à vos différentes préoccupations. Allez-y, M. le ministre. Donc, vous aimez les textes. Mais quel texte vous arrange M. Chérik Balé, s'il vous plaît, laissez qu'ils répondent à vos différentes préoccupations. Merci. Mais le fait de démembrer la CEI ne veut pas dire forcément qu'on doit la dissoudre. Oui, mais pourquoi? Non, on n'a pas discuté. Bien. Discuter, mais oui, mais discuter à l'intérieur. Merci. Monsieur le ministre, nous allons passer au dernier point de cette émission. Il s'agit de la politique sociale et de gouvernance. D'accord. Le panier de la ménagère explose. Où sont les mesures concrètes d'atténuation annoncées par le gouvernement ivoirien? Bon, le panier de la ménagère explose, c'est vrai. Je suis d'accord qu'il y a des prix qui augmentent, c'est normal. Même si nous sommes aussi, c'est vrai, aujourd'hui dans un contexte de libéralisme économique, où les prix sont libres, mais le gouvernement décide certains d'avoir des prix qui sont réglementés. Je pense qu'il y a des prix comme le pain, comme le sucre, comme l'huile, comme la farine, où les prix sont réglementés, d'autres produits, selon la conjoncture économique. Après, on est dans une économie qui est mondialisée. On ne vit pas dans un vase clos. Quand, par exemple, le coût du baril du pétrole augmente, automatiquement, le coût de l'essence à la pompe augmente et pète d'autres prix. Je suis d'accord, il y a peut-être le point que savoir, c'est quand les prix baissent, il faut qu'on voit comment répercuter. Et ça, justement, là, au niveau du gouvernement, je sais que par exemple, le prix de l'essence à la pompe a diminué récemment, juste à la baisse du coût du pétrole. Donc l'inflation est malgré tout maîtrisée, mais ce qui est le plus important, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour que chacun des acteurs joue effectivement le jeu économique, sachant que nous sommes dans un contexte de libéralisme économique. Voilà, c'est ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réguler les prix? Comment est-ce qu'on fait pour que les prix soient justes? Comment est-ce qu'on s'assure que les commerçants n'augmentent pas leurs prix de manière indue? Comment est-ce qu'on fait qu'ils respectent les règles? C'est vraiment ça qui est la plus grosse difficulté. Mais, quoi qu'on dise, on a quand même une inflation qui est maîtrisée, le contrôle des prix. Voilà, donc cette inflation maîtrisée prouve qu'en fait, nous ne sommes pas dans un pays où la vie, elle est chère par la conjoncture économique, c'est vrai. Elle est peut-être chère aussi parce que les revenus de certaines personnes ont augmenté, mais il faut encore mettre plus d'attention sur le contrôle des prix et être sûr que le panier de la ménagère n'augmente pas de manière indue. Et Valentin Zawi? Oui, j'écoute Monsieur le ministre et je me pose des questions parce que quand on est ivoirien, quand on est dans ce pays, le RDR, votre parti dans l'opposition, à l'époque, estimait que le carburant qui monte, le pouvoir d'alors pouvait faire des miracles, pouvait vraiment juguler tout ça. Et aujourd'hui, on est quand même curieux de vous entendre dire des choses qui finalement montrent que vous ne pouvez rien contre ça, en fait. Mais la première chose, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a la réalité du pouvoir. C'est la première chose. Ah d'accord, oui. La réalité du pouvoir. Ça, je l'ai dit. La réalité du pouvoir, c'est que mais à un moment donné, pas tout, Monsieur le ministre. Non, c'est la réalité du pouvoir. Donc, et je peux dire que si on prend aujourd'hui comment les prix augmenter, il y a des mesures qui sont prises pour contrecarrer cela. Et on ne laisse pas les prix flamber. Il y a des mesures, il y a des prix qui sont réglementés, il y a des prix qui sont bloqués. Donc, on fait tout, mais il y a aussi la libéralisme économique qui fait qu'on n'est pas une économie communiste socialiste où on réglemente tout. Donc, on réglemente certaines choses. Il y a une sorte d'impuissance qui ne dit pas son nom, à la vérité. Non, mais l'impuissance, je prends un exemple hyper simple. L'impuissance ne vient pas forcément du pouvoir, c'est tout le monde. Nous, on a un impact sur le prix de l'essence, je suis d'accord. Le pouvoir peut dire, voici le prix de l'essence par rapport aux contraintes internationales. Mais il y a d'autres coûts qui ne dépendent pas forcément. Si jamais deux personnes se mettent à commercer, c'est pas l'État qui va venir réglementer. On n'est pas une économie socialiste. Donc, il y a le libéralisme économique qui fait que on laisse la liberté à certaines personnes de se dire, je fixe le prix que je souhaite fixer, et puis que l'autre, il est prêt à acheter à ce prix-là. Ça existe. Donc, on ne peut pas remettre ce libéralisme économique-là en cause. Mais les prix importants sur les produits de première nécessité, comme la farine, comme l'huile, comme le pain, comme le sucre, comme l'essence, et tout ça, ou bien comme des fois le poisson, ou la viande, où certains prix sont bloqués. Les populations n'ont pas le sentiment que même si c'est pour une nécessité, il y a des choses qui soient faites. Mais oui, bon. mais c'est un sentiment. Mais il y a le sentiment, il y a la réalité. C'est une réalité. Non, il y a le sentiment de savoir aujourd'hui, quand on prend le kilo de viande, ces choses sont réglementées. Après, il y a la viande locale, la viande d'export, mais quoi qu'il en soit, on fait le maximum pour ne pas baisser le jeu économique en le réglementant au minimum, en laissant le libéralisme économique, mais aussi on fait en sorte que les populations les plus vulnérables qui souffrent le plus puissent avoir de quoi
vivre de manière décente. Bien, Michel Betta. Oui, il a parlé des populations vulnérables. Le gouvernement a lancé les filets sociaux, comme on l'a dit. Mais à ce niveau-là même, on se demande même, les filets sociaux sont donnés comme des faveurs à certains militants du RHDP. Et ça, on regarde la cartographie, de la répartition. Vous avez la liste? On constate, oui, j'ai vu des répartitions de ces actions-là. On voit que c'est concentré dans des zones à forte domination du parti au pouvoir. Mais je veux que monsieur le ministre revienne aussi sur les questions de corruption. Parce qu'on a souvent indexé le régime RHDP de certains hauts responsables, mais on n'a jamais vu de poursuite, de condamnation, tout cela. Comment... Oui, mais d'accord. Ok, donc première chose, sur les filets sociaux, je suis d'accord. Il y a déjà, en Côte d'Ivoire, il y a des disparités. Oui. Il y a des régions plus riches que d'autres, d'autres plus pauvres que d'autres. Donc, si à un moment donné, il y a des régions qui sont plus pauvres que d'autres, enfin, entre guillemets, sans mépris pour personne, il est normal qu'il y ait un effort social dans ces zones-là. On ne peut pas nous reprocher ça. Ça, c'est le premier point. Maintenant, après, moi, je pense qu'en fait, que vous nous faites un délit d'intention. Mais je vous connais parce que à chaque fois, vous êtes trop focalisé RHDP. Ne voyez pas... Non, vous êtes trop... Parce que pour vous, tout ce qu'on fait, c'est le RHDP. Quand on le fait, on est d'avant tout des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Et moi, je suis persuadé que beaucoup de gens agissent sans forcément connaître la couleur politique de l'autre. En se disant, j'agis pour aider, parce que je veux aider. Mais vous, à chaque fois, vous avez pris les tabourés. Vous avez dit, si tu n'as pas RHDP, tu n'as pas droit à un tabouret. Donc, non, le tabouret, c'est un poste. Le tabouret, c'est un poste électif ou c'est un poste à responsabilité. Un filet social, c'est d'aider des personnes qui souffrent, qui sont en zone de précarité. Et là-dessus, on aide ceux qui souffrent sans voir leur couleur politique. Bien. Mais on revient à la seconde question de Michel Betta, la question de corruption. Corruption, il y a une chose est d'annoncer. 1400 milliards. Et une chose est la réalité. Moi, personnellement, je connais des responsables qui ont été arrêtés et mis en prison. Après, on peut ne pas forcément faire des campagnes dans la presse pour le dire, parce qu'il y a aussi le respect de la personne. Ça peut arriver. Mais moi personnellement, moi, je connais des personnes qui ont été arrêtées, qui ont été sanctionnées. Ça existe. Donc maintenant, après, les 1400 milliards qui ont été vus par la bonne gouvernance, c'est déjà la chose qui est déjà bien, c'est déjà qu'on puisse tracer ce chiffre-là. Parce que souvent, il y a eu des gouvernements où on ne savait pas quel était le montant de la corruption. Aujourd'hui, on peut dire, voici le montant. Et l'objectif qu'on doit prendre au fur et à mesure, c'est ce montant-là, d'année en année, de le baisser pour qu'il arrive à zéro. Bien. Merci, M. Une dernière question, puis Chéric Balé. Oui, je voudrais savoir si la réalité du pouvoir donne droit à la démagogie. Parce que tout à l'heure, M. Zawi disait que quand vous n'étiez pas encore au pouvoir, vous avez dit ci, vous avez dit ça, on n'a pas vu cela dans votre gouvernance. Vous avez parlé de réalité du pouvoir. Oui. Mais est-ce que la réalité du pouvoir ne devrait-elle pas permettre de, maintenant qu'on est au pouvoir, promettre aux populations ce qu'on peut vraiment faire? On a parlé de Côte d'Ivoire solidaire. Est-ce qu'on ne devrait pas regarder la réalité de pouvoir avant de dire aux jeunes, bon, on va vous donner tel nombre d'emplois et puis on réalise pas. Est-ce qu'on peut être plus concis? Il nous reste 1 minute 30 pour terminer. Ah, d'accord. Bon, je voudrais juste demander si la réalité du pouvoir ne devait pas être plutôt un atout pour faire des promesses aux populations qu'on peut tenir. Vous avez raison. Vous avez raison. Je vous interromps parce que pour voir comme on n'a plus qu'une minute, excusez-moi de vous interrompre. Hein, la réalité du pouvoir, vous êtes tourné vers le passé. Vous parlez des années 2000 à 2010. Nous, on parle de 2011 à 2025. Je parle de maintenant. Les déguerpissements. Aujourd'hui, les déguerpissements. Les mesures inopérantes pour la cherté de la vie. Les déguerpissements, bon, ils ont été arrêtés. C'était une période malencontreuse, c'était arrêté. Ça continue. On a cassé un marché il n'y a pas longtemps. C'était arrêté. Non, c'est arrêté, c'est fait de manière différente parce que c'est fait de manière plus arrêtée, de manière beaucoup plus organisée. Mais ne voyez pas, pensez au taux de pauvreté qui était à 55%, qui est passé aujourd'hui à 35%. Nos réalités ne reflètent pas les taux. C'est pensez à ça. Ne voyez pas en termes de valeur absolue, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. C'est toujours 12 millions d'Ivoiriens qui sont pauvres. Oui, mais avec une population qui a augmenté. Vous êtes de 24 millions, de 24 millions à 30 millions. Donc, il y a 6 millions en plus. Donc voilà, arrêtez de voir
le côté négatif des choses, vous voyez le côté positif des Nous, choses. on regarde nos réalités. Non, vos réalités. On ne regarde pas autre chose. Si, on nous réalité. dit le riz moi, a augmenté, on va au marché, le riz a diminué, on va au marché, ça n'a pas Mais ça, c'est la démocratie. C'est de ça que nous parlons. Oui, on nous dit la santé est gratuite, merci, Péchéric Balé. Non, mais c'est pas autre chose. Oui, c'est autre chose. Mais c'est surtout les réalités, mais c'est surtout aussi. On nous dit qu'on va nous donner une économie. Merci, on vous a bien compris. C'est aussi une économie qui a augmenté, qui est passée de 24 milliards de PIB. Ça, c'est les chiffres macroéconomiques. Mais ce sont des chiffres réels. Ce sont des chiffres réels. Non. Non, mais c'est réel. Mais vous pensez que c'est cet argent, c'est pas de la fumée. Mais le peuple le vit. Vous, c'est le peuple que vous voyez. Vous allez voir un peuple qui est mécontent parce que vous êtes mécontente. Moi, nous, on va voir des gens qui sont heureux, qui voient les évolutions. Je suis sur le terrain aussi. Oui. Ne vous donnez pas le monopole du terrain. Sur le terrain aussi. Donc, on voit des gens qui évoluent, des gens qui ont des emplois, des gens qui travaillent, des gens qui accèdent à la propriété. Nous, on voit arrêtez de Péchéric Balé, merci. C'est en même temps. Merci, Péchéric Balé, s'il vous plaît. C'est en même temps votre mot de fin, monsieur le ministre. Arrêtez de. Oui, mais donc vous soyez négatif. Moi, je vous conseillerais vraiment, Mme Balé, soyez positive. Soyez tourné vers l'avenir, soyez tourné vers le futur. Vous êtes tourné vers le passé et puis toujours dans le négatif. On est dans le présent. Non, mais dans le présent, je vous dis que les gens évoluent. Merci, Péchéric Balé. Monsieur le ministre, merci. Nous allons marquer une autre pause pour faire ce qu'on appelle le carton rouge tout à l'heure. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos invités et consultants font des coups de gueule sur des sujets d'actualité. Et le premier carton rouge de cette émission avec Michel Betta. Oui, moi, mon carton rouge va s'adresser à la signature de convention entre les institutions ivoiriennes et une société. C'est le chiffre du jour, d'ailleurs. Ah, c'est le chiffre du jour. Bah, je voulais souligner. À sous d'autres cieux, on aurait demandé la démission de celle qui était à l'initiative de cette signature, Madame la Présidente du Sénat, elle a obtenu cela. Mais ce n'est pas le cas avec le RADP, malheureusement. Parce que c'est aussi tellement alarmant, c'est tellement grave ce genre de convention-là pour la moralité, même pour l'éthique même sociale. Donc vraiment, je voulais attirer l'attention des gouvernants sur ce fait-là. Bien, merci. Valentin Zawi, carton rouge. Carton rouge, juste faire un rappel parce qu'il me semble que le président Ouattara avait souhaité, et ça a été mis par écrit, une charte, n'est-ce pas, de déontologie et de courtoisie des membres du gouvernement, où ils doivent aussi faire attention quand ils s'adressent aux populations, parce qu'ils le doivent en considération. Donc, à toutes nos autorités qui ont oublié de respecter cette charte-là, ce serait bien qu'ils la relisent et qu'ils accordent la considération aux citoyens qui ont fait leur promotion en réalité. Merci. Bien. Carton rouge de Péchéric Balé. Carton rouge à tous ces déguerpissements qui continuent. Alors qu'on a promis qu'on arrêterait, on a plus de 100 000 familles qui ont été affectées par ces déguerpissements sans mesure d'accompagnement. Et là, on est venu encore ajouter un marché d'abobo. Vraiment, c'est déplorable qu'on ne fasse pas ce qu'on dit et qu'on soit toujours en train de rendre les conditions de vie des populations encore plus précaires. Bien, dernier carton rouge avec vous, monsieur le ministre. Bon, moi, je donne un carton rouge. Pour être franc, je ne suis pas trop familier de votre système, mais ce n'est pas grave, je vais essayer de me prêter au jeu. Moi, je donne un carton rouge à toutes celles et tous ceux qui sont dans le défaitisme permanent. Moi, je pense que, sincèrement, il faut croire à notre pays. Nous avons un pays qui a beaucoup de potentialités, mais il faut croire à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut libérer les énergies. Et puis, il faut croire aussi à vos gouvernants. Il faut croire en eux, même si vous n'êtes pas de leur bord politique, mais ne voyez pas forcément ce qu'ils font de mal. Pensez surtout à ce qu'ils font de bien et ce qu'ils feront de bien encore pour plus tard. Bien. La dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour, rubrique dans laquelle nous mettrons en avant un chiffre en rapport avec l'actualité. Le chiffre du jour, c'est 5. L'annonce du renouvellement d'un partenariat entre 5 grandes institutions étatiques et une compagnie aérienne française suscite de vives polémiques en Côte d'Ivoire. L'accord prévoit des réductions sur les billets d'avion de la compagnie, aussi bien pour les missions officielles que pour les voyages privés. Il offre également un accès à des soins à tarifs préférentiels à l'hôpital américain de Paris. Michel Betta, un commentaire dessus. Bon, comme vous l'avez dit vous-même, ça a suscité une indignation au sein des populations. Parce et apprécié aussi par certains. Non, vous savez, ceux qui vont apprécier, c'est ceux qui se sentent obligés de défendre même les défendables. Parce que la réalité est tout autre. Ceux qui profitent de ces partenariats. Le PDCI a dit ne pas être concerné par ce qui a été signé par
par la ministre, parce qu'ils disent ne même pas avoir... Ils disent ne même pas avoir, la présidente du Sénat, ils ont dit ne même pas avoir les contours de cette signature, donc produit une déclaration. Pour vous dire que même le PPACI a fait une déclaration aussi pour condamner ça, ainsi que le COJEP. C'est pour dire que les partis ont été, pris à défaut dans de ce contrat. Il faut bien interroger ce contrat pour voir ce qui en est exactement et ce que la présidente du Sénat a poursuivi exactement. Moi, je dis, sur dossier, on aurait demandé à obtenir sa démission pour ce fait-là, parce que c'est trop grave. Bien, Péchéric Balé. Oui, c'est surprenant que chaque semaine, on nous serve quelque chose qui témoigne d'un certain mépris envers le peuple. Parce que les privilèges, ce sont des choses qui existent, mais comment on les obtient, qu'est-ce qu'il en retourne, c'est vraiment important. Ce contrat qui a été signé là nous emmène quand même à nous poser certaines questions. Est-ce que c'est avec l'argent du contribuable qu'on finance ce contrat? Si oui, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il s'agit d'une question de santé et on sait que notre système n'est pas encore performant et on sait qu'il y a des pays où les autorités se soignent au pays parce que justement, elles ont travaillé à ce que le système soit performant. Donc vraiment, ça a été un choc pour nous tous et on voudrait vraiment rappeler à l'ordre nos gouvernants pour qu'ils travaillent beaucoup plus à rendre notre système de santé plus performant, plus accessible, afin que ce soit vraiment tout le monde qui bénéficie d'un minimum de qualité de soins. Après, celui qui a les moyens d'aller se soigner à l'extérieur, si c'est de sa propre poche, bon, il n'y a pas de commentaire à faire dessus. Merci, Valentin Zawi. 3 points très rapidement. Pour avoir été directeur des ressources humaines dans une entreprise, dans une vie antérieure, les privilèges gradués, c'est normal. C'est pas ça le sujet, en fait. Que nos autorités aient des privilèges, c'est normal. Ils nous incarnent, donc ils doivent être bien vus s'il n'y a pas de problème. Mais nous sommes dans une république. Et dans une république, il y a des symboles. C'est pas conseillé que des autorités viennent mettre sur la place publique des privilèges. Ça se fait pas dans une république. Parce que on est égaux en droit, c'est écrit dans nos constitutions. Donc ça, c'est pour la symbolique, et c'est là que ça fait jaser. Le dernier point, et c'est vraiment dommageable, ça fait 15 ans que la gouvernance du président Ouattara a réalisé des infrastructures au niveau sanitaire, avec des plateaux techniques de qualité. Venir dire comme ça publiquement que bon, nous, on veut aller à Paris pour se soigner, c'est jeter du discrédit sur ce travail qui a été fait. C'est nous qui devons faire la promotion de notre patrimoine, c'est pas les autres. Donc, je pense qu'il y a eu un problème aussi de communication. Il faut espérer que les institutions concernées viennent établir les choses et puis on passe à autre chose. Merci. Bien, Monsieur le ministre, vous avez 1 minute 30, c'est l'actualité du moment. D'accord. Commentez là-dessus. Moi, c'est vrai que je vous ai écouté tous les trois. Je pense que quand même aussi, c'est un peu la personne qui se note dans un verre d'eau. Vous êtes trop à la recherche d'actualité et de sujets de polémique. Déjà, si les institutions ont signé un partenariat avec une compagnie aérienne pour payer les billets d'avion moins chers pendant la mission, c'est déjà pour le budget de l'État. Ce qui veut dire que quand ils vont prendre un billet d'avion, ils l'auront à des prix préférentiels. Donc, toutes les institutions vont en mission, aussi bien, je ne sais pas si c'est les institutions, elles vont en mission. Avec la famille, tout ça? Non, mais pas avec la famille. On parlait déjà pour les missions. Ah, okay. Donc, pour les missions. Mais aussi les familles. Non, on parle d'abord pour les missions. Pour les missions, c'est déjà pour le budget de l'État. Ça, c'est la première chose. C'est vrai qu'en fait, ils vont payer les billets d'avion moins cher. Ça, c'est la première chose. Secondo, s'il y a d'autres privilèges, mais ils ne font pas, ils le font avec leur poche. Ils n'ont jamais dit qu'ils prenaient le budget de l'État pour le faire, ils font de leur propre poche. Donc, si de leur propre poche, des fois, il y a des compagnies aériennes qui peuvent aller négocier aussi avec des entreprises ou avec des particuliers. Moi, je connais une compagnie aérienne qui a des programmes préférentiels. Donc, voilà. Donc, au final, on parle des problèmes de compagnie aérienne. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on arrive sur le problème de la santé. C'est un autre problème. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire, c'était combiné, en fait. C'était combiné. Comme je ne vous ai pas interrompu, si vous voulez avoir la politesse, vous ne laissez parler, vous êtes interrompu. Je n'ai pas interrompu du tout. Vous avez parlé de vos cartons rouges et puis de votre minute des 5. Donc, vraiment, il y a la politesse de me laisser répondre aussi. Ça m'interrompt. J'aurais pu le faire. On termine à 30 secondes. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, qu'au final, ne cherchez pas toujours à attendre la situation ou à voir ce qu'on peut faire de mal. Moi, personnellement, j'ai pas lu la convention, j'ai écouté certains commentaires. Je reste vraiment focalisé sur le budget de l'État. Si les institutions, quand elles vont en mission
pour l'État de Côte d'Ivoire peuvent payer des billets d'avion à des prix plus intéressants, je dis que c'est bon pour le budget. Après, maintenant, s'il faut la dépense personnelle, ça, je préfère ne pas faire de commentaires. Bien, merci, monsieur le ministre Adam Roger, d'avoir répondu à toutes nos questions. On espère vous revoir très prochainement sur ce même plateau. Avec plaisir. Bien, merci à vous, Valentin Zawi, Michel Beta et plus chérie Edith Gbalé. Chers téléspectateurs, fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, 19h50 sur le numéro 208 du bouquet Canal+, ou 437 du bouquet Free. À demain. Bonsoir.